Merci, Monsieur le Président. Nous allons donner maintenant la parole aux questions des députés pour 1 minute. Je vous propose de prendre les 10 questions d'affilée. Donc, Monsieur le Président, je vous propose de bien noter les questions et auquel cas les députés pourront y revenir si vous n'avez pas répondu à toutes leurs questions. Donc, nous commençons par Monsieur David Magnier pour 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de Rossouk, je vous remercie pour votre intervention et les éléments apportés sur la relance de la filière nucléaire. Lors de vos dernières auditions, notamment avec EDF et Orano, la question cruciale de l'approvisionnement en combustible nucléaire a été soulevée. Dans un contexte géopolitique instable, où les matières premières deviennent de plus en plus stratégiques, la sécurité d'approvisionnement est un enjeu central pour garantir l'indépendance énergétique de notre pays. Nous savons que la France dépend encore largement des importations pour ces matières nucléaires. Comment l'ASN évalue-t-elle les risques associés à cette dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers, particulièrement dans le cadre de la relance des réacteurs EPR2 ? Et surtout, quelles recommandations pouvez-vous formuler pour renforcer les capacités françaises de retraitement et de recyclage des combustibles usés afin de minimiser cette dépendance et ainsi garantir une autonomie durable ? La sécurisation du cycle du combustible est un défi non seulement technique, mais aussi stratégique pour l'avenir énergétique et la souveraineté française. Merci. Madame Julie Lechanteux. Merci Madame la Présidente. En tant que députée du Var, je souligne que notre département est exposé à des enjeux nucléaires importants, notamment avec Cadarache et la base navale de Toulon également. À ce titre, j'aimerais vous poser quelques questions. Concernant le CEA de Cadarache, quelles mesures spécifiques l'autorité de sûreté nucléaire a-t-elle mises en place pour garantir la sécurité des habitants des communes proches, particulièrement en ce qui concerne les risques liés au projet de fusion nucléaire dont on a parlé ? Concernant la base de Toulon, quels enseignements tirez-vous des récents exercices de sécurité nucléaire de novembre 2023 ? Par ailleurs, lors d'une mission flash de la même année, j'ai pointé des dysfonctionnements préoccupants concernant le débarquement de 230 migrants clandestins depuis l'Océan Viking dans la base navale de Toulon directement, alors qu'elle est une zone abritant des sous-marins nucléaires. Des leçons ont-elles été tirées de cet incident, notamment sur la gestion des risques liés à la sécurité nucléaire dans ces conditions ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Sébastien Imbert. Oui, Madame la Présidente, merci. Avec un mix électrique décarboné à plus de 94%, la France fait partie des 6 pays du monde à avoir déjà atteint l'objectif du GIEC d'au moins 80% d'électricité décarbonée, notamment grâce à son parc nucléaire. Cependant, nous savons que gouverner, c'est prévoir et que les centrales nucléaires françaises ont entre 30 et 40 ans de moyenne d'âge et qu'il sera nécessaire de prolonger leur durée de vie pour viser à minima les 60 années d'exploitation. On note qu'aux États-Unis, certaines centrales pourraient même être prolongées jusqu'à 80 ans. Alors que selon EDF, nous avons des technologies similaires, peut-on envisager cette option en France, notamment pour pallier à nos besoins exponentiels en termes d'électricité, y compris en attendant la mise en service de nouveaux EPR ? Et qu'en est-il réellement de la possibilité de rouvrir Fessenheim, dont le démantèlement physique ne devrait démarrer qu'en 2026 et qui, je le rappelle, a été fermé pour des raisons politiques et non de sécurité ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame Ercilia Soudet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci de votre présence ici aujourd'hui. Dans ma 7e circonscription de Seine-et-Marne se trouve le fort de Vaujour. Ce site reste marqué radioactivement du fait des essais du CEA s'y étant déroulés et de la présence de déchets nucléaires issus des expérimentations passées. Dans son rapport d'inspection du 9 novembre 2023, l'ASN pointe des contrôles à améliorer et estime nécessaire de maintenir un suivi environnemental exigeant dans le futur. J'ai comme l'ensemble des acteurs les plus vives craintes quant à la fusion ASN et RSN. Pour rappel, l'ancienne ministre Delphine Batho dénonce un chaos annoncé. Le CSE de l'IRSN estime que la fusion, du fait de son calendrier, risque de mettre en péril la capacité à assurer ses missions d'expertise et de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Monsieur le Président, comment pouvez-vous garantir dans ce contexte que le haut niveau de contrôle et d'études requis sur des dossiers comme celui du fort de Vaujour sera maintenu et que la santé, notamment des habitants de ma circonscription, sera protégée sur la durée? Merci Madame la députée. Monsieur Aurélien Dutremble. Oui, je vous remercie Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur l'utilisation du nucléaire dans le domaine médical. En effet, la médecine en fait appel tant pour les diagnostics que pour la thérapie.
Monsieur le Président, dans le rapport annuel de l'Autorité de sûreté nucléaire 2023, vous avez estimé que les règles sont aujourd'hui bien appliquées. Pour autant, vous relevez aussi plusieurs signaux qui pourraient conduire à dégrader la situation actuelle. Vous inquiétez, et nous avec vous, du manque de moyens humains. Vous notez que le recours à des prestataires comme le travail sur plusieurs sites ou encore la mutualisation du personnel sont autant des pratiques qui engendrent des surrisques. Nous le savons, le risque est réel pour les patients et ainsi que pour les professionnels de la santé. Dès lors, comment peut-on garantir le respect des règles de radioprotection dans les hôpitaux et les cliniques, malgré la pression liée à la rentabilité ? Comment imposer à toutes ces exigences sont non négociables et doivent primer sur tout autre? Et Monsieur le Président, comment pouvons-nous vous aider dans le domaine? La représentation nationale est à votre écoute. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Vincent Descoeur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, une question relative à l'attractivité des postes de la nouvelle autorité, un sujet qu'a abordé à l'instant ma collègue et voisine, sur l'attractivité des postes et le risque d'évasion des compétences vers un secteur privé jugé plus rémunérateur, un risque qui avait été pointé du doigt lors des débats sur la fusion. Le gouvernement avait pris acte de la nécessaire revalorisation, une revalorisation significative, je cite, du salaire des personnels de l'ASN et de l'IRSN. Or, il semblerait que cette revalorisation salariale ne soit pas intervenue en 2024, à l'exception de l'octroi d'une prime. Je souhaiterais savoir ce qu'il en est, si cela a eu un impact sur les personnels dans le contexte de concurrence que j'ai rappelé. Et je souhaiterais aussi savoir, puisque vous avez évoqué un coût de 37 millions d'euros, si une revalorisation des personnels est inclue dans ce surcoût lié à la fusion. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Jean-Yves Bonny. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos réponses claires et précises. Du coup, vous avez répondu en partie à ma question. En effet, la fusion de la SN et l'IRSM a pour fonction d'optimiser notre système de sécurité pour relever le défi de la relance nucléaire. La construction de 6 puis de 8 réacteurs de type EPR annoncée est l'une des principales stratégies de notre pays, pour notre pays. Il faut accélérer la relance de l'atome. Un rapport de notre collègue Raphaël Schellenberger, ici présent, prenait une montée en puissance des effectifs salariés de la sûreté nucléaire en optimisant l'organisation administrative et en interrogeant les rapports existants à ce jour entre les différents organismes de la sécurité nucléaire. Monsieur le Président, le pari est-il en passe de réussir? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur François-Xavier Tchécoli. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, si les avantages de cette fusion ont été exposés et bien évidemment légitimés, une inquiétude existe sur la bonne séparation entre les domaines d'expertise et de décision au sein de cette nouvelle agence. Alors, bien évidemment, vous vous êtes montré rassurant, mais dans le détail, qu'est-ce qui permettra aux simples citoyens d'avoir la garantie que chaque rôle est mené avec pertinence et exactitude en toute transparence? Est-ce que l'organisation interne de ces deux fonctions sera pérennisée et de quelle manière apporterez-vous donc toutes les garanties pour que cela fonctionne au mieux, sachant bien évidemment le délicat sujet que demeure le nucléaire pour nos concitoyens? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, d'abord j'aimerais remercier l'ensemble de vos équipes pour leur sérieux. J'ai accompagné il y a quelques jours certains de vos inspecteurs dans une inspection du site de Fessenheim et je ne peux que témoigner de l'exigence et du sérieux avec lequel ils remplissent leur mission. Un des éléments consubstantiels à la sûreté est la culture de sûreté des opérateurs du nucléaire. Alors de façon très générale, maintenant que votre mandat arrive à son terme, comment appréciez-vous la culture de sûreté dans l'ensemble de la filière industrielle du nucléaire? Peut-être en nota bene pour les actions que nous aurons à surveiller pour le futur. Et puis, dans les autres éléments concourant à la sûreté, il y a la maîtrise des techniques et des technologies mises en œuvre. Est-ce que vous considérez qu'un certain nombre de nos critères de sûreté sont aujourd'hui absolument tous compatibles avec la possibilité de mobiliser des technologies existantes, ou est-ce qu'on n'a pas nécessité de réquestionner certains de nos partis pris de sûreté pour assurer sa mise en œuvre? Merci, monsieur le député. Et enfin, madame Julie Ozen.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. La prolongation de la durée d'exploitation du parc nucléaire au-delà des 40, 50, voire 60 ans suscite des inquiétudes légitimes, tant sur le plan de la sécurité, de la sûreté que de la gestion des déchets. Outre ces extensions, nous observons également des retards conséquents dans la mise en service de l'EPR de Flamanville et le projet EPR2 reste hypothétique, avec en plus une opposition croissante sur les territoires concernés. Par ailleurs, le démantèlement des centrales en fin de vie semble poser des difficultés considérables, que ce soit en termes de calendrier ou de coûts. Enfin, le projet de stockage géologique profond des déchets radioactifs, tel le CIGEO, continue de rencontrer une opposition légitime, surtout dans le cadre du choix limité à Bure. Vous avez besoin de 150 millions afin de contrôler 4 étapes: recherche, construction, démantèlement, enfouissement. Il vous manquera 37 millions de fonctionnement, et ceci possiblement tous les ans si le budget est reconduit de la même manière. Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont l'ASN, bientôt ASNR, anticipe ces défis et garantit que toutes les étapes critiques seront réalisées dans les délais, dans le respect des budgets et avec un niveau de sûreté maximal? Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le Président, je vous laisse répondre à ces questions. Bien, bah écoutez, merci beaucoup à tous, mesdames et messieurs les députés. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais faire appel à des amis, puisque nous sommes 3, et pour montrer bien évidemment la possibilité que nous avons collectivement à répondre à vos questions. Donc, je vais proposer à Olivier Dubois, donc commissaire, d'abord de répondre aux questions concernant la fusion ITER, concernant le contexte particulier de Cadarache, étant entendu que sur la partie de votre question, Madame Le Chanteux, concernant la base navale de Toulon, nous ne sommes pas compétents, puisqu'il y a une autorité de sûreté nucléaire de défense. Nous n'intervenons pas sur cette installation. Donc voilà, je demanderai à Olivier de répondre. Et je donnerai ensuite la parole à Olivier Gupta pour répondre au paquet de questions posées par le député Magnien sur les combustibles nucléaires, la fourniture de combustible, les capacités bien sûr de retraitement, la sécurisation du cycle du combustible nucléaire. Et je lui demanderai également de répondre sur les questions d'attractivité liées à la revalorisation salariale. Qu'en a-t-il été de la revalorisation salariale ASN IRSN en 2024? Est-elle ou pas intégrée dans les crédits qui nous ont été communiqués? Ça, ce sont des crédits de titre 2 de personnel. Tout à l'heure, je parlais des crédits de hors titre 2. Je ne parlais que du fonctionnement et de l'investissement. Je n'ai pas évoqué les crédits de personnel. Voilà, et je prendrai les autres questions. Sur la question du réacteur de fusion ITER, vous savez que l'autorisation de création de ce réacteur de fusion a été délivrée il y a une douzaine d'années de mémoire à peu près. À l'époque, il y a eu une expertise, une analyse assez importante du dossier de sûreté avant que l'autorisation de création de ce réacteur soit accordée, avec une importance particulière donnée aux risques essentiels associés à cette installation pour l'environnement, les personnels et les personnes autour de l'installation. C'est un réacteur de fusion, donc avec un profil de risque différent des réacteurs de fission qui sont utilisés, des réacteurs électrogènes d'EDF qui sont utilisés en France. Les sujets essentiellement identifiés étaient des questions de confinement et des questions de radioprotection dans ce type d'installation, des questions de déchets aussi, de gestion des déchets, des questions liées au risque tritium qui est présent dans ce type d'installation, qui sera présent lorsque l'installation sera en service. Comme vous le savez, l'installation n'est pas encore en service, elle est en phase de construction actuellement. Il y a des retards qui ont été annoncés à la construction de cette installation. Et les équipes de l'ASN, avec l'aide des experts de l'IRSN sur cette technologie, ont suivi l'ensemble du projet depuis cette époque, depuis un peu plus de 12-13 ans. On mené des inspections sur le site pour vérifier les conditions dans lesquelles la construction se produit.
ont mené des analyses techniques sur les risques que je mentionnais, en particulier sur les dispositions prises en matière de radioprotection. Il y a des avis que vous pouvez trouver qui ont été publiés sur le sujet. Donc nous avons maintenu des relations intenses et régulières avec ITER Organisation pour suivre l'ensemble du processus de construction et la production de la démonstration de sûreté de l'installation par les équipes d'ITER Organisation. Un point qu'il faut mentionner, c'est que compte tenu des retards de construction, vous avez sans doute vu les annonces du nouveau directeur général d'ITER, M. Pietro Barabashi, qui a fait part de ce qu'il appelle une nouvelle baseline. La baseline, c'est le référentiel du projet, en fait. C'est la vision globale du déroulement du projet. Nous nous sommes assurés, en discutant avec les équipes d'ITER, de pouvoir continuer le travail d'analyse de sûreté de cette nouvelle baseline de manière cohérente. C'est-à-dire que nous avons eu des échanges avec les équipes d'ITER Organisation pour que cette révision de la baseline du projet ITER permette aux équipes de l'ASN, avec l'appui de celles de l'IRSN, de continuer à faire les analyses de sûreté nécessaires jusqu'à la mise en service de cette installation. Sur la question du combustible, je dirais que c'est d'abord aux industriels de veiller aux sources d'approvisionnement de combustible, et notamment d'uranium, de façon à ce qu'elles soient suffisamment diversifiées pour subvenir aux besoins nationaux. Et c'est vraiment le rôle des industriels, c'est aussi au gouvernement d'y veiller. Et ça n'est pas le rôle de l'ASN que de contrôler ce point. Par contre, ce que nous contrôlons, c'est la sûreté des usines de fabrication de combustible implantées en France. Et là, effectivement, il y a un point de vigilance qui est qu'il ne s'agirait pas que certaines de ces usines doivent être prolongées indûment si effectivement elles devaient être mises à l'arrêt pour des questions d'atteinte de leur durée maximale de fonctionnement. Et là, il y a un besoin d'anticipation. Et l'exemple que je peux citer, parce que finalement c'est celui qui est le plus en ligne de mire actuellement, c'est l'usine de fabrication du combustible MOX qui s'appelle Melox, qui est à Marcoule, qui pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés en termes de protection radiologique des travailleurs. En fait, cette usine a vieilli et un certain nombre de radioéléments se sont accumulés dans les chaînes de fabrication de cette usine. Et donc à terme, elle devra être remplacée et c'est effectivement un point de vigilance que nous avons en ligne de mire, que finalement la durée résiduelle de fonctionnement de cette usine. Ça fait partie effectivement donc, des messages qu'on a pu passer en termes d'anticipation liés au cycle du combustible. Sur les capacités de recyclage, de la même manière, nous avons appelé depuis déjà plusieurs années Orano à nous présenter un plan complet en fait, de remise à niveau des ateliers existants des usines de La Hague, en l'attente, le cas échéant, de la construction d'une nouvelle usine, si le souhait est de poursuivre à plus long terme le retraitement des combustibles. Là aussi, c'est un sujet important d'anticipation, de façon que les travaux finalement de remise à niveau soient faits en temps et en heure. Voilà sur ce point. Et puis donc il y avait une autre question sur finalement l'attractivité, qui n'a rien à voir, sur l'attractivité des salaires au sein de la future autorité. La loi du 21 mai 2024 prévoyait qu'une enveloppe soit consacrée, alors deux enveloppes en réalité, l'une pour des augmentations de salaire pour les personnels de l'IRSN. Donc cela a été fait à ma connaissance. Et l'autre enveloppe, c'était pour des augmentations de salaire pour les personnels contractuels de droit public de l'ASN. Et là aussi, ces augmentations ont été définies et versées au personnel. Donc ces deux sujets finalement sont traités et ce sont des augmentations de salaire pérennes. Et par contre, le point que vous avez soulevé, c'est concernant les fonctionnaires.
la question se posait donc pour finalement la dernière catégorie de personnel amené à rejoindre l'autorité, qui est celle des fonctionnaires, de ce qui pouvait être fait pour ces personnels-là. S'agissant des fonctionnaires, il n'a pas été décidé par le gouvernement de procéder à une augmentation de salaire, mais, vous l'avez cité, au versement d'une prime ne concernant que les personnels en fonction à l'ASN à la date du 1er novembre 2024. Pour ce que nous en savons, ça reste à confirmer, mais pour ce que nous en savons, les augmentations correspondantes sont, si j'ose dire, provisionnées, prévues dans le budget 2025, en tout cas dans les éléments qui nous ont été oralement communiqués sur le budget 2025. Mais encore une fois, ça reste à confirmer de façon plus ferme. Merci. Chers collègues, quelqu'un... Oui, Monsieur le Président, allez-y. Donc je réponds sur les autres questions. Alors tout d'abord la question de M. Imbert sur la prolongation et la perspective éventuelle d'une prolongation jusqu'à 80 ans. C'est vrai que aux États-Unis notamment, certains exploitants ont obtenu de la part de mon homologue américain, la NRC, une autorisation de fonctionnement jusqu'à 80 ans. Il y a peu de réacteurs qui y sont autorisés jusqu'à présent, mais on voit bien qu'il y a un mouvement général, pas seulement aux États-Unis, pour aller toujours plus loin en termes de poursuite d'exploitation. Les Américains sont en avance. Ils ont un parc qui a démarré plus tôt que le nôtre en exploitation, et donc il y a beaucoup de retours d'expérience à tirer de ce qui est aux États-Unis. Ce qui est passé aux États-Unis. Nous avons en France un dispositif différent, vous le savez, nous faisons un réexamen tous les 10 ans, et nous acceptons ou pas la poursuite d'exploitation pour une période de 10 ans. Cela a fonctionné jusqu'à présent et nous l'avons fait pour le 4e réexamen, c'est-à-dire nous avons accepté la poursuite d'exploitation jusqu'à 50 ans des réacteurs de 900 MW et le débat est en cours pour les réacteurs de 1300 MW. Ce dont nous sommes convaincus, c'est que ce pas de temps de 10 ans n'est pas adapté à une décision d'aussi long terme que le fonctionnement jusqu'à 80 ans. Parce que plus on s'approche, je dirais, d'échéances, enfin plus les échéances sont lointaines plutôt, et plus les sujets liés au vieillissement, à la tenue des matériaux, à la tenue des composants non remplaçables des centrales nucléaires, doivent être expertisés en profondeur. Et donc nous avons décidé, avec EDF, de nous projeter à un horizon bien au-delà de 10 ans. Non seulement nous instruisons la poursuite d'exploitation jusqu'à 50 ans des réacteurs, mais nous avons mis sur la table la totalité des recherches, des besoins de connaissances, de partage d'expérience avec nos homologues à l'étranger pour aller au-delà de 50 ans jusqu'à 60 ans, voire au-delà de 60 ans, peut-être 70 ans ou plus. Donc ça suppose effectivement de véritables travaux de recherche. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place pour aller plus loin que le rythme de 10 ans pour pouvoir avoir de la visibilité à 80 ans. Il faut faire attention lorsque l'on compare les situations dans différents pays. Les États-Unis ont une flotte nucléaire plus petite proportionnellement, même s'il y a plus de réacteurs, mais proportionnellement à la nôtre plus faible. Et donc ces réacteurs fonctionnent en base. Ils sont toujours au même niveau de puissance. Nous avons des réacteurs qui fonctionnent en suivi de charge et qui seront de plus en plus sollicités en termes de suivi de charge dès lors que nous aurons un mix énergétique avec une part plus importante de production d'électricité intermittente. Et donc ça a des effets également qu'il faut évaluer. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça a un effet positif, enfin si ça a un effet ou pas sur le vieillissement, sur la fatigue des matériaux. Il faut le faire. Donc voyez-vous, il faut prendre en compte notre contexte particulier pour pouvoir se poser ou se projeter sur des hypothèses de prolongation. Mais quelle que soit la décision qui sera prise ou les conclusions de ces recherches, je reviens sur mon point en propos liminaire, de toute façon, ils ne seront pas éternels, les réacteurs. À un moment donné, il faudra les mettre à l'arrêt. Et donc, il faut anticiper cette échéance. Et il faut le faire d'au moins 20 ans, peut-être plus. Donc, il faut avoir une politique énergétique stable, définie, et à laquelle on s'y tient. Parce que derrière, il y a des industriels qui doivent faire des investissements, il y a des travaux lourds, il y a de la conception. Donc, vraiment, et je me permets de le dire, parce que souvent, on oppose ou on distingue sûreté nucléaire et politique énergétique. Bien évidemment, nous ne sommes pas responsables de la définition de la politique énergétique à l'ASN. Mais je dis, les deux sont liés. On ne
on doit prendre en compte la sûreté dans la définition de la politique énergétique, et en fonction de la politique énergétique qui sera choisie, ce n'est pas de notre responsabilité, il y aura nécessairement, il faut qu'on en soit conscient, il y aura nécessairement une incidence en matière de sûreté. Et de ce point de vue, je pense que d'avoir une autorité administrative indépendante pour gérer la sûreté, une grosse autorité administrative indépendante dans le futur, c'est un atout. Je ne reviendrai pas sur la question de Fessenheim qui m'a été posée. En ce qui concerne le fort de Vaujours, bien évidemment, il y a un suivi qui est en continu de la situation environnementale autour du fort de Vaujours. Et la division ASN de Paris est extrêmement mobilisée sur le sujet. Elle a d'ailleurs participé à tous les dialogues, toutes les discussions autour du préfet. Ce n'est plus une installation nucléaire, hein. C'est une installation historique qui comporte des radioéléments qui sont effectivement susceptibles d'exposer des personnes, des promeneurs, des gens qui viendraient sur le fort de Vaujours. Donc nous sommes en permanence en réalisation de contrôle et de soutien des services de la préfecture pour les conseiller sur les mesures qui sont à prendre. Mais nous restons vigilants sur le sujet. Monsieur Dutramp m'a posé la question du médical. J'ai évoqué brièvement dans mon propos liminaire. Le médical, c'est un sujet qui souvent d'ailleurs, hein, je dois le dire, et je vous remercie de votre question, n'est pas attribué à l'ASN. On n'a pas le sentiment que l'ASN soit compétente et active dans le domaine médical, alors que c'est une part de notre activité qui n'est pas négligeable, hein, dans le nucléaire de proximité. Ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, les tensions dans le système hospitalier public ou privé sont des tensions qui se traduisent par des évolutions d'organisation, par des évolutions dans le mode de fonctionnement. Il y a plus de mutualisation, notamment en ce qui concerne les personnes responsables pour la radioprotection. Et c'est cette ressource-là spécifique dans le monde médical qui est le garant du respect par les praticiens des règles de radioprotection. Et ça c'est important pour nous que ces personnes ne soient pas négligées, les ressources soient disponibles et qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Les innovations sont aussi extrêmement importantes dans le secteur médical. Je parlais des machines, je parlais des nouveaux éléments radiopharmaceutiques, mais il y a toute une volonté, et c'est tout à fait légitime, des centres hospitaliers, publics ou privés, d'avoir les meilleures technologies disponibles. Et ça, il faut anticiper, parce que derrière, il y a des sujets nouveaux en termes de radioprotection qui se posent. Donc nous entretenons, nous, des relations étroites avec les sociétés savantes, et nous faisons en sorte de privilégier, en tout cas de montrer qu'il faut absolument préserver la ressource je dirais, des experts et des spécialistes dans le domaine de la radioprotection qui sont là en appui des praticiens. C'est notre préoccupation majeure. Il faut soutenir cette présence au sein des établissements de santé. Ensuite, il y a eu toute une série de questions, M. Bonny, M. Sekeldi, Mme Ozen, liées à la mise en place de la nouvelle autorité. C'est pour nous, bien évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, on est bien dans un processus de mise en place par étapes. Est-ce que chacun pourra agir en toute transparence dans la future autorité? Eh bien, c'est l'organisation telle que nous l'avons prévue qui le permettra. Et nous avons, dans le cadre du règlement intérieur, défini un certain nombre de règles de fonctionnement, de distinction entre expertise et décision qui permettront de le garantir. Je terminerai par les questions de M. Schallenberger. Question sur la culture de sûreté des opérateurs et plus généralement de l'ensemble de la filière. Si je regarde les sujets, avec le recul d'un président de la SN depuis 6 ans presque, moi, ce qui m'a frappé dans la filière nucléaire, c'est d'abord un besoin lié à la culture de sûreté de rigueur dans la totalité de la chaîne des opérateurs et des intervenants de la filière nucléaire dans la construction, la conception, etc. On a un besoin de rigueur. Cette rigueur, elle est essentielle si l'on veut avoir des fondamentaux sûrs, solides en matière de culture de sûreté. Mais on a aussi, si je regarde l'histoire, enfin en tout cas ce qui s'est passé, c'est pas l'histoire, mais ce qui s'est passé, je pense que nous avons aussi à tirer des enseignements des actions que nous avons menées les uns et les autres, que ce soit d'ailleurs les exploitants, que ce soit les concepteurs, que ce soit l'autorité ou son expert technique, sur le risque de complexifier, la complexité. Et je pense que le nucléaire, c'est complexe,
personne ne peut le nier, mais nous avons peut-être, par excès, introduit une surcomplexification. Et ça me permet de répondre à votre deuxième question sur les critères. Je crois qu'il faut veiller à ce que la réglementation telle qu'elle existe en France, qui est une réglementation par objectif, ce qui est d'ailleurs un avantage par rapport à certains pays, aux États-Unis notamment, c'est une réglementation par moyen, et cette réglementation par objectif, il faut quand même le dire, a permis d'instruire des dossiers comme celui d'ITER et d'instruire des dossiers comme celui de Flamanville. Ce n'est pas du tout le même réacteur, mais on n'a pas changé la réglementation grâce à cette réglementation par objectif. En revanche, dans l'application de cette règlement par objectif, qui est plutôt une bonne chose, et dans le cadre des missions qui ont été les nôtres, il y a peut-être eu, ça sera un élément que je tirerai quand je ferai le bilan final dans 1 mois et demi, il y a peut-être eu, d'une certaine manière, un excès en matière de complexification des conditions de fonctionnement, des conditions opératoires qui a été mise en place. Et je pense qu'il faut s'interroger là-dessus, avec, sans en faire une doctrine absolue, mais une véritable analyse de coût-bénéfice sur ce que nous faisons, y compris en tant qu'autorité. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, je voulais sincèrement vous remercier pour la qualité de vos réponses aux questions. Ah, pardon. Pierre. Oui, allez. Une dernière question. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange très, très clair. J'avais une question sur le prolongement de la durée de vie des réacteurs. On a parlé du modèle américain, etc., et des doctrines qui vont vous amener... Enfin, vous êtes en train de constituer un panel de recherche pour réfléchir au-delà de 10 ans, ce que je comprends parfaitement, parce que ça évite de se reposer la question tous les 10 ans par ailleurs, ce qui est, j'imagine, assez chronophage en termes de temps et de moyens. La question que j'ai, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans la doctrine actuelle de sûreté nucléaire, j'ai l'impression que c'est assez binaire, c'est-à-dire qu'un réacteur, il est fermé définitivement ou prolongé. Est-ce qu'on a aujourd'hui des perspectives à la fois d'évolution technologique, à la fois d'évolution de la doctrine de sûreté qui permettrait, à grand renfort de changement de tout ou partie des composants, de tout ou partie du réacteur, de préserver ces sites-là dans une sorte de cycle indéterminé, parce qu'on effectue les travaux et les remplacements de composants, aussi gros soient-ils et aussi importants soient-ils, sur une durée qui va au-delà même de 60-70 ans, on peut, sans fin établi, avec évidemment toutes les contraintes que ça entraîne, mais dans cette perspective que vous avez citée, qui je trouve très importante, de visibilité pour les acteurs et l'ensemble de la filière, et aussi pour les collectivités autour de ces sites, je trouvais ça important d'avoir votre avis là-dessus. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, c'est exactement notre démarche. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se changent dans une installation nucléaire. Même les générateurs de vapeur se changent. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se changer. Ce n'est pas concevable. On ne peut pas changer la cuve d'un réacteur. On ne peut pas changer le bâtiment réacteur. Et donc, lorsque l'on est dans il y a d'autres éléments dans une centrale nucléaire qui sont très difficilement changeables parce que, ne serait-ce que les conditions de radioprotection ne le permettraient pas. Aucun homme ne pourrait intervenir, et même des robots, ça serait très compliqué. Et donc, lorsque j'ai dit tout à l'heure que nous nous sommes projetés, nous avons décidé de réfléchir au-delà des 10 ans, de voir à 20 ans, voire plus. On n'a pas fait ça sur tous les composants. On a dit on va identifier les composants non remplaçables ou difficilement remplaçables d'une centrale, et on va se poser la question, pour ces composants, jusqu'où peuvent-ils tenir dans des conditions sûres. Il y a les câbles. Un câble, c'est aussi un sujet sensible. Il y a des centaines de kilomètres de câbles. On ne peut pas remplacer des centaines de milliers de kilomètres de câbles. Et c'est là-dessus qu'on réfléchit. Voyez-vous. Et les autres éléments sont soit remplaçables, soit on peut les adopter. Et quand on a notre démarche, qui est parfois aussi, et je terminerai là-dessus, une démarche qui est regardée comme étant peut-être un peu excessive, de réexamen de sûreté, de niveau de sûreté, qui a conduit à ce que les installations d'aujourd'hui ne sont pas celles qui ont été mises en service. Il y a eu non seulement les opérations de maintenance qui ont été, ou de remplacement qui ont été réalisées pour des raisons industrielles par l'exploitant. C'est son outil industriel, il le met à niveau. Mais il y a eu aussi des améliorations de sûreté, parfois des équipements nouveaux qui ont été installés,
du fait du retour d'expérience, parfois des accidents, parfois d'un dysfonctionnement, qui ont permis d'améliorer le niveau de sûreté. Et contrairement à ce qu'on parfois on pense, les réacteurs actuels qui sont en service sont d'un niveau de sûreté supérieur à celui qu'ils étaient au moment de la mise en service. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je disais, sincèrement vous remercier pour la qualité de vos réponses aux députés. Il nous a paru assez pertinent de vous auditionner au vu du contexte et de l'actualité. En effet, la fusion de l'ASN et de l'IRSN doit être mise en œuvre au 1er janvier 2025. Et si cette mise en œuvre et même la fusion peuvent être remises en cause par certains, vous l'avez dit, dans l'intérêt du personnel de ces structures, cette date ne doit pas être repoussée. Nous serons également attentifs à vos besoins, en particulier de fonctionnement dans le cadre du PLF. Et en tant que présidente, je demanderai le rapport qui est dû aux parlementaires dans le cadre de cette fusion. Merci de vous être rendu rapidement disponible et en amont de l'audition de Monsieur Abadi en vue de sa nomination à la présidence de l'ASNR. Et cette audition était essentielle pour nous et je le constate à travers la qualité de vos questions, mes chers collègues. Donc, prochaine réunion demain à 9h30 pour la désignation des rapporteurs de la